vous propose de monter aujourd'hui dans une machine à remonter le temps pour aller jusqu'aux origines d'un haut lieu religieux et politique du Moyen-Âge, un site qu'on peut encore visiter aujourd'hui, l'abbaye de Charroux dans la Vienne. Pour monter dans cette machine à voyager dans le temps, j'ai en ma compagnie Michael Fouet et Marie Michaud, tous deux agents du patrimoine dans cette abbaye. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, quand a été fondée cette abbaye de Charroux ? Eh bien, on a la chance de conserver un testament, celui du Roger, qui est comte de Limoges. Et grâce à ce testament, on peut savoir que cette abbaye a été fondée à la fin du 8e siècle, probablement vers 783. Et si je peux vous en dire plus, cette abbaye, donc elle est l'œuvre de Roger, comte de Limoges, et également de sa femme, Euphrasie. Et lors de cette fondation, en fait, ils vont construire une église, installer 12 moines qui vont suivre la règle de Saint-Benoît. Et ils vont également doter l'abbaye de reliques d'importance, donc notamment un morceau de la croix du Christ. C'est pas rien comme relique. Et également de biens situés en Poitou, en Limousin, en Périgord et en Auvergne, ainsi également qu'une riche bibliothèque. Et cette abbaye, Marie, elle a été un lieu très très important. On sait qu'au XIe siècle, par exemple, elle avait quasiment une centaine d'églises, des diocèses en France, en Angleterre, en Flandre. Est-ce que dès le début, dès sa création, c'était un lieu aussi important que ça ? Eh bien oui, dès sa création, ça devient, en tout cas très rapidement, un lieu important, à la fois au sein de l'Église, mais également en lien avec le pouvoir carolingien de l'époque. En fait, on a plusieurs indices qui vont en ce sens, c'est-à-dire que l'abbaye, très rapidement, après sa fondation comtale, elle va passer entre les mains de Charlemagne, donc du souverain carolingien, et donc tout ça s'accompagne souvent de privilèges, donc une certaine autonomie accordée à cette abbaye. Et puis on sait également que c'est un centre culturel carolingien important grâce à sa bibliothèque, mais c'est aussi une zone de production de musique. On conserve des documents qui nous montrent que cette musique était très appréciée à son époque. Et puis ensuite on a aussi les reliques qui en font un lieu de pèlerinage important. Et dans les autres indices du lien avec le pouvoir carolingien, on a notamment un fils illégitime de Charlemagne qui s'appelle Hugues, qui fait partie de la communauté religieuse de Charroux, qui sera ensuite abbé d'autres monastères, mais qui demandera à être enseveli à Charroux. Et on a également comme autre indice celui de l'abbé de Charroux qui sert de médiateur, en tout cas qui semble jouer un rôle important dans la réconciliation entre le successeur de Charlemagne, à savoir Louis le Pieux, qui avait des difficultés, des conflits avec son fils Lothaire. Et pour finir, dans ce premier siècle de fondation, suivant la fondation, tout ça sur un siècle, wow. En fait, on a aussi une abbaye qui va grossir en termes de membres de sa communauté. On passe de 12 au moment de la fondation à 84 moines. Et en toute fin de ce premier siècle de fondation, l'abbaye va aussi être sous protection apostolique, c'est-à-dire qu'elle va dépendre directement du Saint-Siège à Rome. Et donc là, on voit une abbaye qui a des privilèges, une certaine autonomie et qui va être en lien directement avec la plus haute autorité catholique, et le pouvoir carolingien. Ouais, c'est the place to be à l'époque, quoi. En termes d'abbaye, on est dans le top. Oui, en tout cas, elle a de quoi se défendre. Et tout ça dans la Vienne, en France. Bah écoutez, si on n'est pas fiers de ça. Alors, est-ce que c'était déjà l'époque de l'apogée, l'abbaye, ou il y a eu encore mieux ? Il semblerait qu'il y ait eu encore mieux un tout petit peu plus tard. En fait, l'apogée, on la donne plutôt à l'âge roman. Donc, c'est-à-dire à partir de la fin du Xe siècle jusqu'au XIIe siècle. Là, on a deux éléments importants qui vont se passer à l'abbaye et qui vont encore accroître son rayonnement. On a tout d'abord la tenue d'un concile, c'est-à-dire un rassemblement d'évêques qui va se tenir à Charroux le 1er juin 989. Et donc, parmi les membres de ce concile, on va avoir l'évêque de Poitiers, celui de Limoges, celui de Périgueux, celui de Saintes, celui d'Angoulême et l'archevêque de Bordeaux qui vont se rassembler dans l'église de Charroux. Un moment de conflit entre seigneurs, entre comtes, un moment où il y avait pas mal de violence qui entraînait des dérives sur les populations non combattantes. Et donc, nos évêques vont essayer d'établir des règles
pour protéger cette population non combattante. Ils veulent calmer le jeu du conflit entre seigneurs? Pas forcément calmer le jeu, mais en tout cas que ça impacte pas le reste de la population. C'est la bonne guerre, c'est un peu les bases de la chevalerie du Moyen-Âge. Et donc ce mouvement-là ce concile va s'inscrire dans un mouvement plus global qui s'appelle la paix de Dieu. Et donc à Charroux se tient le premier concile de ce mouvement de la paix de Dieu. Et on a un autre indice dans cet âge roman de l'apogée de cette abbaye, c'est la reconstruction de l'église abbatiale. Donc là, on est plutôt en 1017 pour le début de la reconstruction. Et cette reconstruction, elle va se faire dans des dimensions importantes. L'église qu'on prévoit de reconstruire va faire 115 mètres de long environ. Et on va avoir un agencement particulier. Donc le plan de l'église abbatiale est en forme de croix latine, donc un plan en forme de croix, avec à la croisée du transept, donc à la croisée des branches de la croix, une tour qu'on appelle tour lanterne, qui s'élève et sous laquelle devaient être exposées les reliques. Et autour de celle-ci, on a 3 déambulatoires, donc 3 couloirs concentriques. Donc ça montre qu'on était en capacité et qu'on avait prévu d'accueillir beaucoup de fidèles en certaines occasions. Mais ça prouve aussi qu'on a beaucoup d'argent pour construire un bâtiment comme ça. D'où vient l'argent? L'abbaye est riche? L'abbaye est riche, l'abbaye a très bien commencé, comme on l'a dit, elle avait déjà des propriétés, des terres qui étaient sur pas mal de régions différentes, le Périgord, l'Auvergne. Et en fait, ce patrimoine va s'agrandir en fonction des donations faites par les pèlerins. On a notamment des seigneurs qui vont faire le détour lorsqu'ils se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle pour venir à Charroux, vénérer les reliques. Et là-dessus, ils vont faire des donations. Donc c'est comme ça que l'abbaye se retrouve avec des donations jusqu'en Angleterre ou dans les Flandres. Et donc vous aviez parlé des chiffres. L'abbaye va à un moment, en tout cas le document le plus élevé qu'on ait sur le patrimoine de cette abbaye, elle va à un moment posséder 152 églises, 60 prieurés et 3 abbayes qui vont dépendre de cette abbaye de Charroux. Et tout ça rapporte des sous. Et tout ça rapporte des sous. Ça fait du bien d'acheter sa place au paradis. Ça bénéficie à ceux qui sont encore sur Terre. Alors là, on parle de la période très très faste de cette abbaye de Charroux située dans la Vienne. Qu'est-ce qui fait qu'elle va commencer à décliner? Et à quel moment ça se passe? On va dire que ça va se passer assez progressivement au début. On commence à avoir quelques alertes, notamment lors des guerres de 100 ans. De la guerre de 100 ans. Donc on est entre 1337 et 1453. Et en fait, le territoire de Charroux est un territoire assez stratégique entre les souverains français et les souverains d'Angleterre. Et là, l'abbaye va avoir déjà des dommages au sein de ses murs, va avoir un pillage de son trésor et également une communauté religieuse qui va se réduire. Par chance, derrière, on a un abbé qui va redresser l'abbaye. Et finalement, ce qui va vraiment donner le coup de grâce à cette abbaye, ce sont les guerres de religion. Donc on est entre 1562 et 1598. Là, l'abbaye est en ruine, la communauté est massacrée ou mise en fuite. On a aussi la commande. Voilà, cette chose qui est initiée au début du XVIe siècle, François Ier, en tout cas, qui fait partie des rois qui font la commande entre guillemets, et qui aussi, donc la commande, c'est le fait de nommer les abbés au lieu qu'ils soient élus par leur père, ils sont nommés par le roi en fait. Et le souci, c'est que ces abbés ne vivent pas dans l'abbaye. Ne sont pas forcément des religieux. Ne sont pas forcément des religieux, ce peut être des laïcs et des gens des fois même athées. Donc ponctionnent bien sûr les revenus de ces abbayes et leur donnent une toute petite somme pour pouvoir vivoter. C'est le bon plan, c'est-à-dire que le roi me récompense en me nommant abbé, abbesse en l'occurrence d'une abbaye. J'ai pas l'obligation d'être sur place, je suis pas comme les fonctionnaires d'aujourd'hui qui ont l'obligation de résider sur leur lieu de travail. Et en plus, je récupère quand même. C'est exactement ça. Oui, incroyable. Souvent, ces abbés peuvent être abbés de plusieurs abbayes. En plus. Et vivre
Souvent, ils vivent à la cour et ils touchent les revenus de l'abbaye qu'ils ne reversent pas entièrement pour l'entretien des lieux. Oui, donc ça aspire, on va dire, les ressources Ça provoque de un l'abbaye. certain nombre de dérives. Aussi. Et puis là-dessus, là-dessus, on a les guerres de religion. Et en fait, à l'issue des guerres de religion, l'abbaye est vraiment en ruine et il n'y a pas de programme de reconstruction. Aucun des abbés va entamer une reconstruction de cette abbaye. Et on va comme ça aller sur une abbaye en ruine qui va perdurer jusqu'en quand même 1780 avant qu'elle soit supprimée en fait à cette date. Et à partir de là, elle va être vendue en 790 comme bien national et être vendue en lot. Et quand vous dites abbaye en ruine, on parle du monument qui est à Charroux, mais je suppose que toutes les terres qui étaient possédées par l'abbaye se sont étiolées aussi Alors, au fur et à mesure. oui, ces terres-là ont été transférées sur un autre chapitre, en fait, dans l'abbaye de Brioude. Oui, en fait, de toute façon, en période de guerre, le patrimoine étant tellement étendu jusqu'en Angleterre, en fait, on n'arrive plus à percevoir les revenus de cette abbaye. Donc, on a les chiffres comme ça pendant les guerres de religion où on voit les revenus de l'abbaye qui diminuent, jusqu'à être plus grand-chose finalement. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Nous sommes donc toujours à l'abbaye de Charroux dans la Vienne. Fin du XVIIIe siècle, Révolution, l'abbaye est vendue comme bien national et on va arriver sur un XIXe siècle assez crucial pour l'abbaye. Michael Fouet, vous qui êtes agent du patrimoine à l'abbaye, qu'est-ce qui va se passer pendant tout cette fin XVIIIe et pendant tout le XIXe siècle? Alors, on a plus d'informations forcément sur l'époque du 19e siècle que sur précédemment. Donc on a déjà donc cette vente en 5 lots qui se fait à la Révolution. On a donc un curé, le curé Loiseau de Grand-Maison, personnage important pour l'abbaye de Charroux aujourd'hui, qui rachète un des lots, la tour lanterne, hein, qu'on appelle aujourd'hui la tour Charlemagne, voilà, et qui la lègue à son frère, qui lui aussi la lègue à sa fille qui est religieuse, et sa fille donc en 1839 donne ce lot-là avec un autre lot qui avait été dans la succession de son père aussi, qui correspond au bâtiment conventuel qui existe toujours. En fait, elle donne ce lot-là à des religieuses, les religieuses de l'Enfant Jésus, dites de Chavagne, avec pas l'ordre, mais elle demande à ces religieuses de créer une école de filles. Voilà. Donc il y a toujours au XIXe siècle un lien avec la religion et avec les religieux Exactement. à l'abbaye. Oui. Et puis l'avantage de cette acquisition par la famille Loiseau de Grand-Maison, c'est qu'eux ne se serviront pas de l'abbaye comme carrière de pierre. Exactement. Et donc ça va permettre de protéger ces parties-là qu'ils ont en possession. En fait, voilà. Et j'en viens donc, je rebondis sur ce que dit Marie, justement. On a entre le legs et la donation, on a Prosper Mérimée, qui vient à l'abbaye de Charroux par hasard, hein, voilà, c'est notifié dans ses écrits notes sur les voyages dans l'ouest de la France, qui vient à Charroux, qui est averti par un des membres d'une société savante qui s'appelle donc la Société des Antiquaires de l'Ouest, qui vient à Charroux donc spécialement, et quand il voit voilà les dégâts qui ont été faits, le statuaire du portail occidental démonté par terre, voilà, moitié dans la paille, en fait, décide de proposer à l'État de racheter déjà ce statuaire pour le protéger, et décide de demander aussi à l'État de protéger, il y a un programme à cette époque-là qui est destiné à protéger les monuments historiques. C'est l'ancêtre en fait, hein, du classement. La tour lanterne fait partie de la première liste de protection des monuments historiques en 1840.
en fait, hein, un peu plus de 1000 monuments en France Mhm. qui ont été À l'initiative, protégés. dont l'artisan était notamment Prosper Mérimée, C'est qu'on ça, connaît pour ses œuvres littéraires, mais qui exactement. était Qui vraiment était un aussi artisan de la protection du patrimoine. un des premiers inspecteurs des monuments historiques, ouais, le Mhm. deuxième, exactement. Voilà. Ouais, hop, ça y est, c'est protégé, en tout cas courant 19e. C'est en cours. Ah, C'est je vous protégé, vois mais c'est hésiter. pas encore classé, en fait, hein. Ah, Voilà, ça sera classé beaucoup plus tard. C'est classé à peu près dans les années 50, hein. Je veux dire, en 1950, en fait, cette tour-lanterne, avec le reste du cœur de l'église qui se trouve voilà, dans l'aile orientale de l'église, en fait, et les bâtiments conventuels sont classés en 1950. En fait, hein. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus tard, puisque les premières listes de classement, c'est à la fin du 19e siècle. oui, donc Voilà. même si elle a fait partie des tout premiers monuments sur la liste que vous évoquez, le classement est tardif. Et assez tardif, oui, Oui, ça en la effet. protège, mais elle n'est pas classée monument historique comme on l'entend actuellement, en fait. Voilà, Il faut exactement. attendre 1950. Bon, moi, ce qui m'intéresse au 19e siècle aussi, c'est qu'on parle d'un trésor à l'abbaye de Mhm. Charroux. Est-ce que vous pouvez nous en dire Il y a un plus? trésor aujourd'hui qui est en exposition à l'abbaye de Charroux. Donc en 1856, on a un maçon qui découvre lors de travaux voilà, des reliquaires, 2 grands reliquaires dans lesquels on en avait d'autres. Donc petite histoire, c'est qu'il veut les garder, et voilà. Et donc on a l'évêque de l'époque, l'évêque Pie de Poitiers, voilà, Intercède. qui intercède et qui réussit à les récupérer, à lui racheter en fait ces Et reliquaires. quand on trouve un trésor, on a un petit peu envie de le garder pour soi, ça peut se comprendre. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, ils réussissent donc, et ces reliquaires aussi permettent de relancer, de remettre au goût du jour des ostensions qui étaient arrêtées depuis plusieurs dizaines d'années, voire quelques centaines d'années. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une ostension? C'est une sorte de procession. Alors à Charroux, c'est une procession qui se fait en plusieurs étapes tout au long du village, hein, en fait, et qui, voilà, à ces différentes étapes, on a eh bien une sorte de petite messe qui est célébrée pour ces ostensions. Voilà, et dans ces dernières années, il me semble en 2010, les ostensions de Charroux ont été intégrées dans les ostensions limousines qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça n'est pas rien. Et ça n'est pas rien. Et j'en profite pour Exactement. indiquer que les prochaines ostensions auront lieu en 2030. Oui, elles Exactement. Parce que ont c'est lieu pas tous les ans. tous les C'est 7 ans. tous les 7 ans. Bah, on remet ça au goût du jour au 19e siècle. Quelles sont les reliques qui ont été découvertes par ce maçon un petit peu par hasard? Alors, on parle de reliquaires. Les reliques, Ah, il n'y a pas forcément de reliques qui se trouvent à il y a des l'intérieur. reliquaires sans reliques dedans? Eh ben oui, Ah, on a gardé le reliquaire, la belle boîte qui devait conserver les reliques, mais les reliques ne sont pas parvenues. d'accord. Mais si on veut revenir sur l'abbaye de Charroux au Moyen-Âge, on sait qu'il y avait plus de 70 reliques qui étaient conservées à l'abbaye de Charroux, dont le morceau de la vraie croix, que l'abbaye possède jusqu'à la guerre de 100 ans, avant que le souverain de l'époque la récupère, en fasse son usage personnel. Et puis on avait d'autres reliques, à la fois en lien avec le Christ, la Vierge Marie, mais également des reliques de martyrs, de saints et de saintes. Et aujourd'hui, il y a encore des reliques à Charroux ou il n'y en a plus du tout? Aujourd'hui, il y a encore des reliques à Charroux. Exactement, il y a quelques reliques à Charroux qui sont donc dans les reliquaires et dans le trésor. Alors après, il me semble que Les reliquaires appartenant du coup depuis la découverte, depuis le rachat par le diocèse au diocèse de Poitiers, il y a des reliques qui ont été remises dans ces reliquaires, à savoir un morceau de la vraie croix et un morceau de tissu ayant appartenu à la Vierge. Ok, donc il y a quand même des reliques, mais Donc, pas celles d'origine pas finalement. celle d'origine, sauf le morceau. Enfin, c'est pas le morceau de la vraie croix d'origine, mais c'en est un c'en est un qui a été divisé en fait. c'est l'évêque Pie au XIXe siècle, donc qui s'occupe de l'ordonnance de reconnaissance de ces reliquaires, qui en même temps rajoute d'autres reliquaires dans lesquels il y a justement ces reliques-là. Et donc c'est parce qu'il y a des reliques dans les reliquaires que l'on peut faire les ostensions limousines. Voilà, exactement. Tout est lié, tout s'enchaîne de manière très logique. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région.
Cette abbaye de Charroux, vous nous l'avez expliqué, Michael Fouet, cette abbaye de Charroux, elle a un trésor. Et on parlait des reliquaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres découvertes au 19e siècle qui sont intégrées dans ce qu'on appelle aujourd'hui le trésor. En effet, un peu avant la découverte des reliquaires en 1850, on a la découverte une personne à qui appartenait le terrain fait des fouilles sur le transept nord de l'église abbatiale et donc tombe sur une grande pierre et découvre donc un tombeau en pierre, un sarcophage en pierre qui appartenait, on a la chance de savoir exactement qui c'est. Ce tombeau en pierre appartenait à l'évêque Géraud. Donc on a une épitaphe, une inscription sur une petite plaque de plomb qui nous dit que ici repose l'évêque Géraud, mort en 1022 à l'abbaye de Charroux, évêque de Limoges, qui venait en visite à Poitiers et qui s'est arrêté à Charroux et qui en est mort. Resté. Voilà, exactement, qui est resté. Donc il est enseveli donc sur une pile entre le chœur de l'église et le transept nord. Voilà, ça c'est des lieux dans les églises. Voilà, ce sont des places de joie pour des personnages importants en fait à cette époque-là. Et dans cette tombe, du coup, en plus de l'évêque Géraud et de son épitaphe, on découvre quelques objets, dont notamment un anneau et un tau. Son anneau épiscopal et puis donc un tau qui a un équivalent de la crosse mais en forme de T. Voilà, pour ça. Et donc c'est ça qui intègre le trésor, ces pièces-là. Et ces 3 pièces-là, avec donc l'épitaphe, intègrent le trésor au XXe siècle. Il y a très peu de taux qui nous sont parvenus à l'échelle française, même européenne. Donc c'est un petit peu... On a la chance à l'abbaye de Charroux d'avoir 2 taux. En fait, alors que au niveau européen, on doit être à peu près, alors je veux pas me tromper, hein, mais on a quelques-uns de plus, on en a peut-être une quinzaine, une vingtaine de taux, peut-être à l'échelle européenne. Beau pourcentage donc, pour l'abbaye de Charroux. Ouais. Et 20e siècle, une autre découverte assez importante, Michael. Oui, en effet, en 1949, des travaux sont effectués dans la salle du chapitre pour refaire la muséographie de l'abbaye en intégrant le portail, les statuaires du portail gothique, en fait, qui était depuis le 19e siècle émérimé, accolé sous un hangar dans le cloître. Et les ouvriers commencent à découvrir un petit sol en béton, bétonné, et sous ce sol bétonné, commencent à découvrir un sarcophage. Donc là, le chantier est arrêté et donc on fait venir donc un archéologue qui vient ici et qui découvre 13 sarcophages d'abbés. Avec des artefacts forcément, donc on découvre des taux, on découvre une crosse, des jarres en verre et plein d'autres choses qui aujourd'hui sont disséminées ou ont disparu parce que quand on commence un peu à sortir tout ça de terre, ça commence à disparaître. Et on a donc ces taux-là qui sont et ces crosses et ces artefacts qui sont aujourd'hui donc présentés avec les reliquaires, avec tout ça dans le trésor de l'abbaye. Mais vous m'offrez une transition sur un plateau, Michael, je vous en remercie. Quand on vient à l'abbaye aujourd'hui, qu'est-ce qu'on visite exactement? Qu'est-ce qui reste des monuments et qu'est-ce qu'on peut voir sur place? Aujourd'hui, ce qui est le plus flagrant, ce qu'on voit le mieux et ce qu'on voit de très loin, c'est la tour lanterne, ce qu'on appelle la tour Charlemagne. On entre dans cette partie-là, on entre dans l'abbaye. Dans cette partie-là, on voit cette tour Charlemagne. Et puis donc on est dans le chœur à ce moment-là, avec quelques vestiges des murs du chœur et des absidioles dans lesquelles les moines faisaient leurs offices. Ensuite, on entre dans le cloître, donc ce cloître qui n'appartient pas au Centre des monuments nationaux, mais qui appartient à la communauté de communes du Civraisien-en-Poitou. Merci. Et puis donc le bâtiment conventuel. Ce bâtiment conventuel qui intègre la salle du chapitre où on a le statuaire gothique, une partie du statuaire gothique, avec son tympan. Et donc ensuite on a deux petites salles, dont la salle du trésor où se trouve le coffre et une salle qu'on appelle la salle du chauffoir où se trouvait l'endroit où les moines
faisaient leurs travaux d'écriture. Est-ce qu'il y a toujours des moines aujourd'hui ou est-ce que c'est devenu un lieu entièrement public et plus de lien avec la religion? Plus aucun lien avec la religion, ne serait-ce que quelques pèlerins qui viennent de temps en temps. On a cet exemple-là. Mais l'abbaye aujourd'hui n'est plus du tout religieuse. On n'a plus du tout d'office ou quoi que ce soit qui s'y passe. Hormis pendant les ostensions limousines. Les fameuses, donc, on Les rappelle, fameuses, c'est procession, voilà. une des étapes de cette procession s'arrête à la tour lanterne. Voilà, et puis c'est la dernière étape d'ailleurs. Voilà. Une belle étape pour conclure Très belle une étape, procession. En effet, très belle tour. Et quels éléments vous mettez en valeur pour attirer les visiteurs, pour captiver parfois les enfants ou les adultes? Moi, j'aime bien rendre les moines humains et proches de nous. Donc, au-delà de la grande histoire de l'abbaye, j'aime bien mentionner des fois des éléments plus quotidiens, même pour les enfants, si c'est le public à viser, c'est déjà de leur dire que la plupart du temps, quand ils viennent visiter l'abbaye, eux-mêmes auraient pu déjà être des petits moines. Donc ça, quand c'est à partir de 5 ans, souvent ça fait réfléchir parce qu'on quitte sa famille. Et puis il y a la notion de silence aussi, qui est très importante dans les communautés religieuses. Donc ça, souvent les enfants, ça ferait du bien à beaucoup de parents. Ça les fait réfléchir. Vivons comme des moines pendant quelques jours à la maison. Ça peut inspirer des gens. J'ai vu aussi en naviguant sur le site internet de l'abbaye qu'il y avait parfois des expositions liées plus à l'art contemporain, la création contemporaine. C'est une volonté de mixer un petit peu les époques. Comment vous faites pour cette jonction? C'est une volonté de mixer les époques et ça fait partie en fait des missions du Centre des monuments nationaux auquel l'abbaye appartient, de à la fois mieux faire connaître cette période du Moyen-Âge, qui est des fois pétrie de plein de préjugés, et également de proposer des créations contemporaines afin d'en faciliter l'accès à la population locale, aux habitants. Et donc ça nous permet des fois de développer des projets, notamment avec les écoles. Donc notamment, on a eu en 2023 l'accueil d'un artiste en résidence, un artiste contemporain. Et donc, ça a permis tout un travail avec les écoles de la commune. Et combien de visiteurs chaque année qui sont séduits à la fois par le Moyen-Âge et par les expositions temporaires? Environ 2600 l'année dernière, première année où l'abbaye est redevenue payante depuis, ça faisait 10 ans que l'abbaye était gratuite, où les gens venaient. C'était leurs petits... les habitants de Charroux, par exemple, et du pays charlois, en fait, utilisaient l'abbaye pour venir se balader le dimanche. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont obligés de payer. Bon, malheureusement, pas forcément, parce que c'est un lieu qu'il faut aussi entretenir et faire vivre. Voilà, exactement. Mais voilà, bon. On espère aussi, avec justement notre programmation culturelle, avoir de plus en plus de visiteurs, exactement. Pour découvrir à la fois l'histoire assez fascinante de ce lieu et aussi les expositions temporaires qui le font vivre. On trouve tout ça sur un site internet? abbaye-charroux.fr. Parfait, abbaye-charroux.fr pour tout savoir, les infos pratiques, les expositions en cours ou à venir. Merci beaucoup Michael Fouet et Marie Michaud de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps et à travers l'histoire de l'abbaye de Charroux. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icyenregion.fr.